Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va voir un cours très important sur les entités chimiques. Donc on va commencer par parler des atomes et des ions. Et dans un autre cours, on verra justement comment se forment les molécules. Donc c'est ce que je viens de dire ici. Donc les entités chimiques, ce sont des atomes, des ions monoatomiques ou des molécules. Ça peut être aussi des ions polyatomiques, mais ça on verra ça l'année prochaine. En première spécialité pour ceux qui iront en première spécialité. Donc d'abord, on va revoir des choses que vous avez vues au collège. Exemple, la composition de l'atome. Un atome, c'est composé d'un noyau, qui est ici, donc c'est au centre, et de plusieurs électrons qui tournent autour. Sauf que cette représentation est fausse. On verra pourquoi tout à l'heure. Donc le noyau est composé de nucléons. Les nucléons, nucléer quelque chose, ça veut dire qui a un rapport avec le noyau. Nucléons, ce sont les particules du noyau. Donc il y a les protons et les neutrons. On verra après que les protons sont chargés positivement et les neutrons ne sont pas chargés, ils sont neutres. Donc ce qui est important de savoir, c'est que l'atome est essentiellement constitué de vide. On dit qu'il a une structure lacunaire. Si vous prenez un exemple, ici par exemple, le noyau, son diamètre est de 10 puissance moins 15 mètres ou 10 femtomètres, alors que la taille de l'atome au total, son diamètre est de 10 puissance moins 10 mètres. Donc il y a une différence de 10 puissance 5 entre les deux. Donc ça veut dire que le rayon de l'atome est 100 000 fois plus grand que le rayon de son noyau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un noyau, justement, on pouvait agrandir un atome jusqu'à ce que le noyau fasse la taille d'un ballon de foot, à peu près, ça veut dire que les électrons qui tournent autour, ils tourneraient très loin, à l'extrémité de la ville. Tout dépend quelle ville c'est, mais à peu près, ça donne un ordre de grandeur. Ça veut dire que vous avez un ballon de foot au centre d'une ville, des électrons aux extrémités de la ville, donc des poussières en fait, comme des petites poussières ou des petites billes ou des petites euh, 10 puissance moins 22, vous voyez ici, 10 puissance moins 22 mètres, ça veut dire que c'est par rapport à l'atome, c'est beaucoup plus petit. Par rapport au noyau, c'est beaucoup plus petit aussi. C'est 10 millions de fois plus petit qu'un noyau d'atome. Donc, c'est comme si c'était des poussières qui se baladaient à l'extrémité de la ville. Ça, c'est ce que je viens de vous dire. Ensuite, une chose très importante à retenir, on va l'utiliser très souvent, c'est l'écriture symbolique d'un atome, d'un élément chimique. X, c'est par exemple le carbone, le fer, etc. Donc c'est le symbole de l'élément chimique. Pour le carbone, ça va être C, pour le cuivre, ça va être Cu, pour le chlore, ça va être Cl. Donc pourquoi je donne ces trois exemples? C'est pour vous montrer justement que le symbole de l'élément chimique, c'est toujours soit une majuscule, soit deux lettres, donc soit une lettre. Dans ce cas-là, la première lettre est une majuscule, la lettre, soit deux lettres, la première lettre est une majuscule et la deuxième est une minuscule. Dans quel cas on met deux lettres? Si la première lettre est déjà prise pour un autre élément chimique. Par exemple, carbone, c'est le C. Donc tout ce qui va commencer par C ensuite, on va mettre une deuxième lettre mais en minuscule, comme le cuivre, Cu, donc grand C petit u, et le chlore, grand C petit l par exemple. Le Z, on le met en bas à gauche, c'est le numéro atomique. Ça veut dire que c'est le numéro de l'atome. L'atome numéro 1, il aura comme Z 1. L'atome numéro 2, il aura comme Z 2. L'atome numéro 3, Z égale 3, etc. Pourquoi est-ce qu'on les a classés comme ça? On le verra après. C'est à cause du nombre de protons qu'ils ont dans leur noyau. Donc l'atome numéro 1, c'est l'atome qui a un proton dans son noyau, l'hydrogène. L'atome numéro 2, c'est celui qui a deux protons dans son noyau, l'hélium, etc., etc. Et le nombre du haut, c'est le nombre de masse. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le nombre de masse? Parce que je vous avais dit tout à l'heure qu'un atome, c'est un noyau plus des électrons autour, mais que les électrons étaient très petits devant le noyau. Comme ils sont très petits, ils sont aussi très légers devant la masse du noyau. Donc si vous voulez connaître la masse de l'atome au total, c'est à peu près la même que la masse du noyau simplement, sans compter les électrons. Donc pourquoi donc on appelle A le nombre de masse? Parce que c'est le nombre de nucléons. Et les nucléons, c'est ce qui donne la masse au noyau. On ne compte pas les électrons. Nucléons, je vous rappelle, c'est protons plus neutrons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si
vous voulez connaître la masse, le nombre de neutrons, ici vous avez les protons, là vous avez les protons plus neutrons. Donc il faut faire A moins Z pour connaître les neutrons. Exemple, ici le X, le symbole de l'élément chimique, c'est une classe, seconde par exemple. Je mets seconde. A, ce serait le nombre d'élèves, 30 élèves. Z, ce serait le nombre de garçons, par exemple 16 garçons. Donc combien de filles il y aurait? A moins Z, 30 moins 16, ça fait 14 filles. Donc ça, ce sont les neutrons. Et pour les électrons, comment est-ce qu'on connaît leur nombre? Il y a autant d'électrons que de protons dans un atome. Pourquoi? Parce que les protons sont chargés positivement, alors que les électrons sont chargés négativement. Les neutrons sont neutres. Et il faut savoir qu'un atome est électriquement neutre. Donc pour qu'il soit neutre, vu que son noyau est chargé positivement à cause des protons, donc pour que l'atome soit électriquement neutre, il faut absolument qu'il y ait autant de charges positives que de charges négatives. Comme ça, elles s'annulent entre elles. Donc autant de protons que de neutrons. C'est pour ça qu'on a Z protons, donc Z électrons. Le même nombre. L'argon. On voit que son numéro atomique, c'est 18. Donc c'est le nombre de protons de l'argon. On voit que son nombre de nucléons, nombre de masse, c'est 40. Donc, quelle est la composition de l'argon? Donc déjà, il a 40 nucléons. Dans ces 40 nucléons, il y a 18 protons. Donc le reste, ça va être des neutrons. Combien? A moins Z. Donc 40 moins 18, ça fait 22 neutrons. Et combien d'électrons il y a autour? Autant que des protons, donc 18 électrons. Donc essayez de vous entraîner sur d'autres éléments chimiques. Vous verrez, c'est assez simple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit ici que la masse de l'électron est plus de 1000 fois plus petite que la masse du neutron et du proton. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit que le proton et le neutron ont à peu près la même masse. Ici, c'est exactement la même, mais en vrai, si j'avais mis d'autres décimales, il y aurait une petite différence. Mais dans votre tête, dites-vous qu'un proton et un neutron, c'est à peu près la même masse. Par contre, un électron, c'est beaucoup, beaucoup plus petit. Donc, si on veut calculer la masse d'un atome, on va juste calculer la masse de ses protons et de ses neutrons. Donc, la formule est ici. Elle est assez simple à retenir si on la comprend. Donc, la masse d'un atome, c'est quoi? C'est le nombre de protons, Z, fois la masse d'un proton. Comme ça va être la masse de tous les protons, ça. Plus le nombre de neutrons, A moins Z, fois la masse d'un neutron. Comme ça, ce sera la masse de tous les neutrons. Plus le nombre d'électrons, Z, c'est comme les protons, fois la masse d'un électron. Comme ça, ici, ce sera la masse des électrons. Donc si j'ai calculé la masse des protons, des neutrons et des électrons, j'ai la masse de l'atome au total. Mais on a dit tout à l'heure que la masse des électrons était négligeable, beaucoup plus petite que celle des protons et des neutrons. Donc si je ne les compte pas, ça revient pratiquement au même. Donc la masse d'un atome, c'est environ égal à la masse des protons plus la masse des neutrons. Et puis, cette masse des électrons, je peux la négliger. Autre façon de calculer une masse, encore plus simple, vu que la masse des protons et des neutrons est la même, et que c'est la masse d'un nucléon, donc je peux dire que c'est le nombre de nucléons fois la masse d'un nucléon, sans compter les électrons. Donc voilà trois façons de calculer une masse selon les données que vous avez. Donc la masse d'un atome. Exemple, on va calculer la masse de fer. Donc Z égale 26, on le voit ici, ça veut dire qu'il y a 26 protons. A égale 56, ça veut dire qu'il y a 56 nucléons. Donc combien de neutrons? 56 moins 26, ça fait 30. Donc première méthode, on compte tout. La masse des protons, des neutrons et des électrons. Donc on reprend la formule. Z c'est 26. Et la masse d'un proton, c'est, on l'a ici, plus A moins Z. Donc 56 moins 26, ça fait 30. Fois la masse d'un neutron, qui est ici, c'est la même. Plus combien d'électrons on a? 26 aussi. Fois la masse d'un électron. Et ensuite, il n'y a plus qu'à calculer à la calculatrice. Faites attention, on m'a posé la question dernièrement. Le point ici, entre un nombre et une puissance de 10, ça c'est une écriture scientifique. Et en écriture scientifique, quand on a un point ici, c'est un multiplié. Donc sur votre calculatrice, soit vous avez une touche avec x10 puissance,
soit vous-même vous mettez fois 10 puissance, soit il y a un E. Donc attention, ce n'est pas un point en tout cas, ne mettez pas une virgule, ni un point. Sinon votre calculatrice elle va bugger et puis vous n'aurez pas le bon résultat. Deuxième méthode, on néglige la masse des électrons. Ça veut dire que cette partie-là, on ne la compte pas. Donc c'est la même chose que tout à l'heure et finalement on trouve exactement la même chose. Sur votre calculatrice, en réalité, vous trouvez des décimales qui sont un peu différentes. Mais jusqu'à la deuxième décimale, en tout cas, c'est la même. Donc ça ne change pas grand-chose. Troisième méthode, on néglige la masse des électrons encore, mais on suppose que les protons et les neutrons ont la même masse. Donc ça veut dire que c'est A fois la masse d'un nucléon. A, c'est 56, il y a 56 neutrons plus protons, donc 56 nucléons, fois la masse d'un nucléon, c'est celle du proton ou du neutron, c'est la même. Et ça nous donne exactement la même chose. Pourquoi est-ce que je n'ai gardé que 2 décimales ici? Parce que ici, en fait, on a des additions. On a ça, plus ça, plus ça. Et ici, à chaque fois, on avait 2 décimales. Donc quand on additionne ou qu'on soustrait, le résultat doit avoir le même nombre de décimales que celle des termes qui en contient le moins. Ici, il y avait 2 décimales à chaque fois, donc au résultat, je mets 2 décimales. Pour les charges, on va faire à peu près la même chose que pour les masses. D'abord, il faut savoir que le neutron dans le noyau n'est pas chargé. Le proton, lui, est chargé positivement. Et en fait, il est chargé positivement, mais elle a une valeur, cette charge. Et cette valeur, c'est 1,602 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Coulomb, c'est l'unité de la charge électrique. Et l'électron a la même charge que le proton, sauf qu'elle est négative. Donc c'est la même, mais opposée. Donc moins 1,602 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Et cette charge-là, on appelle E, la charge fondamentale. Le neutron, lui, n'a pas de charge, 0 coulomb. Plus E pour le proton et moins E pour l'électron. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, juste un petit rappel. Le diamètre de l'atome est 100 000 fois supérieur au diamètre du noyau, mais on peut dire aussi que pour les masses, la masse du proton est pratiquement 2000 fois supérieure à celle de l'électron. Donc c'est pour ça qu'on peut négliger la masse d'un électron. Je vous ai dit tout à l'heure aussi qu'un atome était toujours électriquement neutre. Donc ça veut dire qu'il compte toujours autant de protons que d'électrons. Les protons ont la même charge que les électrons, sauf qu'elle est opposée. Donc si on additionne celle des protons et des électrons, on trouve 0. Exemple, donc ici ça va être le nombre de protons fois la charge d'un proton pour la charge d'un atome, plus le nombre de neutrons fois la charge d'un neutron, plus le nombre d'électrons fois la charge d'un électron. C'est comme pour les masses tout à l'heure. Sauf que le nombre de protons c'est Z, donc je remplace NP, nombre de protons, par Z. La charge d'un proton, on avait vu que c'était plus E. Le nombre de neutrons c'est A moins Z, et la charge d'un neutron c'est 0. Donc finalement, tout ça, ça va être 0. Le nombre d'électrons c'est Z, comme les neutrons, comme les protons, pardon. Et la charge d'un électron c'est moins E. Attention, ce n'est pas plus E, c'est moins E. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça, c'est 0. On ne le compte pas. Qu'est-ce qui reste? Il reste Z fois E plus Z fois moins E. Ou alors Z fois E moins Z fois E. Donc une chose moins la même chose, ça fait 0. C'est pour ça qu'on peut dire que l'électron est électriquement, l'électron n'importe quoi, l'atome est électriquement neutre. N'importe quel atome. Exemple du carbone, on va reprendre exactement la même chose. Là, on a 6 protons fois la charge du proton, plus 12 moins 6 neutrons, donc 12 moins 6 ici, neutrons fois la charge d'un neutron qui est de 0, plus 6 électrons fois la charge d'un électron qui est moins E, que vous avez ici. Finalement, on se retrouve avec 6E moins 6E. Donc, soit vous remplacez le E par cette valeur-là et vous le calculez à la calculatrice, soit vous vous rendez compte que 6E moins 6E, ça fait 0. Et ça, c'est vrai pour tous les atomes. Ensuite, on va voir ce qu'est un élément chimique. Donc, toutes les entités chimiques, qu'ils soient des atomes ou des ions monoatomiques, qui possèdent le même numéro atomique, donc ça veut dire le même nombre de protons, appartiennent au même élément chimique. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que l'hydrogène, par exemple ici. Pourquoi est-ce que j'ai mis H pour les 4 éléments ici? Alors que les nombres sont différents et que ici, il est chargé positivement alors que les autres ne sont pas chargés. Donc il y a beaucoup de différences. Le seul point commun, c'est quoi? C'est le numéro atomique, Z. Donc Z égale à 1. À partir du moment où Z est le même, ça veut dire que c'est le même élément chimique. Donc si pour lui, c'était de l'hydrogène, E, c'est forcément de l'hydrogène aussi. Vous ne regardez que le nombre du bas, donc le numéro atomique. C'est forcément de l'hydrogène. Autre exemple, le cuivre ici, lui, c'est du cuivre. Donc lui, c'est forcément du cuivre parce qu'il y a un 29 ici. Il y a 29 protons. Lui, c'est forcément du cuivre parce qu'il y a 29 protons. Et lui, pareil. Quelle est la différence? Ici, c'est juste le nombre de masses. Ça veut dire que c'est le nombre de neutrons qui va changer entre les deux. Ici, qu'est-ce qui va changer entre lui et lui? C'est juste le nombre d'électrons qui va changer. On va voir après que les ions, c'est le nombre d'électrons qui change. Et pareil pour lui. Mais en tout cas, le nombre de protons reste le même. Donc, c'est le même élément chimique. Et justement, là, on a donné des exemples. Maintenant, on va voir ce que ça veut dire quand on a un atome qui a le même nombre de protons, deux atomes, pardon, qui ont le même nombre de protons, mais pas le même nombre de neutrons. Dans ce cas-là, on appelle ces atomes des isotopes. Isotopes. Exemple, ici on a l'hydrogène, le deutérium et le tritium. L'élément chimique, c'est le même, c'est de l'hydrogène. Par contre, on leur a donné des noms différents. Pourquoi? Parce que ici, il y a un proton, un électron. Ici, il y a un proton, un neutron, un électron. Et ici, il y a un proton, deux neutrons, un électron. Qu'est-ce qui ne change pas? C'est le nombre de protons. Ici, c'est aussi le nombre d'électrons, mais si j'avais changé le nombre d'électrons, ça ne changerait pas, ça ne changerait rien au fait que c'est un hydrogène. Par contre, ce ne serait pas un isotope, ce serait un ion dans ce cas-là. Donc, ces trois éléments chimiques sont des isotopes. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même nombre de protons, mais pas le même nombre de neutrons, simplement. Le carbone, pareil. Ici, il y a le même nombre de protons, mais pas le même nombre de nucléons, donc de neutrons. Ici, il y aurait combien de neutrons ici? 12 moins 6, ça fait 6. Ici, il y en aurait 13 moins 6, donc 7. Et ici, 14 moins 6, donc 8. Donc 6 protons et 6 neutrons. 6 protons et 7 neutrons. 6 protons et 8 neutrons. Mais en tout cas, ce sont tous des carbones. Pareil pour l'azote. Il y a le même nombre en bas, même nombre de protons, pas le même nombre de neutrons. Donc ce sont des isotopes. Ensuite, qu'est-ce qui peut changer aussi, à part le nombre de neutrons? Je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être le nombre d'électrons. Et vous avez déjà vu normalement, je pense au collège, qu'un ion monoatomique, c'est un atome qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Si on gagne des électrons, les électrons étant négatifs, on devient nous-mêmes négatifs. Donc l'atome devient négatif. Si l'atome perd des électrons, il devient positif. On va voir pourquoi. Donc ici, on a un atome neutre. Pourquoi est-ce qu'il est neutre? Parce qu'il y a autant de protons, 3+, que d'électrons, 3-. Donc si je calcule la charge de l'atome, c'est 3 fois la charge du proton, plus 3 fois la charge d'un électron. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 protons et 3 électrons. Ça fait 3E plus 3 fois moins E, ça fait 0 coulomb. Donc, il est neutre. S'il perd un électron, on a enlevé cet électron-là, il perd un électron, il n'y a plus que 3 protons et 2 électrons. Quelle sera sa charge? Cette fois-ci, c'est 3 fois la charge d'un proton plus 2 fois la charge d'un électron. Donc, on aura 3 plus 2 fois moins E. Ou alors 3 moins 2E. 3E moins 2E, pardon. Et ça fait E. Donc, la charge du cation, ici, ce sera plus E. C'est pour ça que c'est un cation, parce qu'il est positif. Sinon, vous regardez ici, le moins et le plus s'annihilent, se simplifie, s'annule si vous voulez. Le moins et le plus s'annulent, il reste un plus ici. Donc forcément, l'ion ici va être positif. C'est pour ça qu'il s'appelle un cation. Donc un cation, c'est un atome qui a perdu un ou plusieurs électrons. Il est forcément donc chargé positivement. Maintenant, si l'atome, celui-ci, a gagné un électron. Donc, ici, il a gagné un électron.
Donc qu'est-ce qui se passe? Cette charge-là plus positive du proton et cette charge négative de l'électron s'annulent. Celle-ci et celle-ci s'annulent. Celle-ci et celle-ci s'annulent. Qu'est-ce qu'il va rester? Un électron en plus par rapport au proton. L'électron étant chargé négativement, l'atome, ici, entre guillemets, ce n'est plus un atome, va être chargé négativement. On va l'appeler anion. C'est un ion, on va l'appeler l'anion parce qu'il est négatif. Donc comme tout à l'heure, cette fois-ci, il y a 4 électrons. Comme il y a 4 électrons, 3E plus 4 fois moins E, ça fait 3E moins 4E, donc ça fait moins E. Et un anion, c'est un atome qui a gagné un ou plusieurs électrons. Il est donc chargé négativement. Donc ça, ce sont des définitions à connaître, bien sûr. Exemple, l'ion cuivre. Donc l'atome de cuivre peut perdre 2 électrons pour devenir le cation Cu2+. S'il perd des électrons, il est forcément positif. S'il perd 2 électrons, il est positif 2 fois, donc 2+. Donc combien d'électrons il va avoir? Ici, il y en a combien déjà dans l'atome? Il a 29 protons, donc 29 électrons, l'atome. Mais l'ion Cu2+, il a perdu 2 électrons. Au lieu de 29, il n'en a plus que 27. Donc l'atome de cuivre est neutre, alors que l'ion cuivre, pardon, il n'a plus que 27 électrons. Donc ça va être, il aura une charge positive 2E, plus 2E. C'est pour ça qu'il va être Cu2+. On va l'écrire Cu2+. Ensuite, on a vu comment était structuré un atome au niveau de son... Pas structuré justement, on a vu de quoi était composé un atome, donc de protons, de neutrons et d'électrons. On a vu la masse des protons, des neutrons, des électrons, leur charge, et on a vu aussi les dimensions de l'atome. Il nous reste à voir justement comment sont organisés les électrons au sein du nuage électronique. Donc en fait, ils ne sont pas organisés de manière chaotique. Ils sont sur des couches électroniques, ce qu'on appelle des couches électroniques. Ça, c'est un modèle d'atome. Vous verrez dans le supérieur qu'il y a d'autres modèles qui existent, qui ne sont pas ceux des couches. Donc la première couche, c'est la couche n égale 1, et elle comporte une sous-couche. C'est la sous-couche 1s. Pourquoi 1s? 1 pour le numéro de la couche, et S pour la sous-couche. En seconde, on verra deux types de sous-couches, les S et les P. Ensuite, il y a les D, je vais en parler rapidement, mais ce n'est pas au programme. Donc ça, c'est la sous-couche, c'est la couche numéro 1, et c'est la sous-couche 1S. Ensuite, la sous-couche 1S peut comporter un maximum de 2 électrons. Donc ici, il y a 2 cases vides qui peuvent contenir des électrons. Ensuite, la deuxième couche, on l'appelle la couche n égale 2, elle comporte 2 sous-couches. La sous-couche 2S et la sous-couche 2P. La 2S, pourquoi 2? Parce que c'est la couche numéro 2, elle peut contenir 2 électrons. Et la sous-couche 2P peut contenir 6 électrons, comme toutes les sous-couches P. Donc 6 électrons maximum. Il y a 2 électrons sur la sous-couche S et 6 sur la sous-couche P. Et là, je les fais apparaître petit à petit. Pourquoi? Pour vous montrer que les électrons se mettent d'abord sur la 2S, donc d'abord sur la 1S, ensuite sur la 2S, ensuite sur la 2P. Mais sur la 2B, d'abord sur cette case, ensuite sur celle-ci, ensuite sur celle-ci. Par exemple, là, puis là, puis là. Le prochain électron, vu qu'il y a 6 places, il va se positionner ici. Puis, ici. Non, pas puis ici, c'est le même en fait. Puis, ici. Puis, ici. Donc 6 électrons. Ensuite, on a la troisième couche, la couche n égale 3, qui contient soit 3 sous-couches. La sous-couche 3P, 3D, je dis des bêtises, pardon, je reviens en arrière.
elle comporte 3 sous-couches, la sous-couche 3S, 3P et 3D. La 3D n'est pas à retenir. On ne l'utilisera pas parce qu'on utilisera des atomes qui ne vont pas jusque là. Donc comme tout à l'heure, comme pour la 2S, on remplit de la même manière. Donc 2 d'abord sur la 3S, ensuite la 3P, 1 ici, 1 ici, 1 ici. Une fois que les 3 cases sont remplies, on revient à la première case, puis à la deuxième, puis à la troisième. La couche de valence, c'est la dernière couche où se trouvent des électrons. Donc si j'avais rempli ici des électrons, là j'ai mis juste des petites cases vides, si j'avais mis des électrons, et qu'il y avait par exemple 4 électrons, on aurait eu 2 ici et 2 ici. Ils se remplissent dans l'ordre en fait. Donc la couche de valence aurait été la couche numéro 2. C'est la dernière couche où se trouvent des électrons. On va donner quelques exemples. Exemple, l'hydrogène. L'hydrogène a un proton, donc il a aussi un électron. Il va se situer où cet électron? Ici. Donc ici, c'est la même chose. Comment est-ce qu'on va écrire sa configuration électronique? On va dire que la configuration électronique de l'hydrogène est 1s1. Ça veut dire que sur la couche 1s, sur la sous-couche 1s, il y a un électron. 1s, il y a un électron. Et la couche de valence, c'est la couche numéro 1. C'est la dernière couche où se trouvent des électrons. C'est la première, mais c'est aussi la dernière. Ensuite, l'azote. Il a 7 protons, donc 7 électrons. Comment on les remplit? Un ici, un deuxième ici, donc les deux sur 1s. Ensuite, on passe à 2s. On en a rempli 2 plus 2, ça fait 4. Il en reste 3 à remplir. Donc, on va passer à la 2p. Un ici, un ici, un ici, un par un. N'oubliez pas. Donc, finalement, quelle va être sa configuration électronique? 1s2, 2s2, 2p, 1, 2, 3. Donc 1s2, 2s2, 2p3. Et ça, vous pouvez le faire automatiquement. Vous n'avez pas besoin de toutes ces cases en réalité, ni de ça. C'était juste pour vous faire visualiser les choses. Mais vous n'avez plus qu'à compter. Un S, vous savez que le S contient 2 électrons maximum. Pour 2S, pareil. Donc c'est une S. Et les P, 6 électrons maximum. Donc vous en mettez 2 ici, maximum. 2 ici. Et il en reste combien pour faire 7? Il en reste 3. Donc on fait 2P3 vu qu'il y a 6 places. La couche de valence, c'est la couche numéro 2. C'est la dernière qui contient des électrons. Ensuite, l'oxygène, il a 8 électrons, donc ça va être exactement la même chose. 1s2, 2s2 et 2p, il en reste combien à placer? Il y en a 4, on doit en placer 8. Donc il en reste 4 à placer. Donc 2p4, 1, 2, 3, 4. 1s2, 2s2, 2p4. La couche de valence, c'est la couche numéro 2, vu que c'est la dernière qui contient des électrons encore une fois. Autre exemple, le chlore. Cette fois-ci, ça va être un petit peu plus long. Il a 17 électrons. 17 protons, donc 17 électrons. Donc on aura 2 électrons sur la couche numéro 1 et la sous-couche 1s, 2 sur la sous-couche 2s, 6 sur la sous-couche 2p. Là, on a déjà combien d'électrons? 2 plus 2, 4, plus 6, 10. Il en reste 7 à placer. Donc 2 sur la sous-couche 3s. Il en reste 5 à placer. Donc 5 sur la sous-couche 3p. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc finalement, j'aurai 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Donc, les sous-couches précédant la dernière sous-couche sont forcément remplies. Donc, vous aurez forcément des 2 et des 6. Ensuite, donc la couche de valence de l'atome de chlore, c'est la couche numéro 3. C'est la dernière qui contient des électrons. Dernière chose, le carbone. C'est un des atomes les plus importants. Et c'est une exception qu'il vous faudra retenir, parce que si on faisait les choses normalement, il y a 6 électrons pour le carbone, donc 2 sur la 1s, 2 en 2s et 2 en 2p. Sauf que ça ne va pas être le cas, ça va être comme ça. Normalement, c'est 1s2, 2s2, 2p2, sauf que l'exception, c'est que c'est 1s2, 2s1, 2p3. En réalité, c'est même pas ça. Vous verrez dans le supérieur que cette
cette sous-couche-là et celle-ci, elles vont fusionner. Et elles vont s'appeler d'une autre manière. Elles vont s'appeler SP. Mais ça, vous verrez ça dans le supérieur. Mais c'est important de retenir ça pour le carbone parce qu'on aura besoin de ça dans le cours suivant sur les modèles de Lewis. Donc pour savoir combien de liaisons peut former un atome de carbone, etc. Voilà, je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui. Regardez bien le cours suivant qui est la suite de celui-ci. Au revoir tout le monde.